Quand tu pars en balade avec ton chien, tout se passe plutôt bien. Mais quand il rencontre un autre toutou, ça devient un peu plus compliqué. Il tire sur la laisse, il aboie, il essaie de fuir ou au contraire, il lui fonce droit dessus. Mais pourquoi ça se passe comme ça? La socialisation, on en entend parler partout. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment bien faire? À quel moment commencer? Et surtout, comment éviter les mauvaises expériences qui peuvent changer son comportement? Que tu aies un chiot, un chien adulte, que tu sois un peu perdu avec toutes les infos qu'on entend, ou que tu veuilles simplement mieux le comprendre, cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Annabelle, éducatrice et spécialiste du comportement canin. Son objectif, c'est d'aider les humains et leurs chiens à mieux se comprendre pour une vie plus sereine et harmonieuse. Alors, si toi aussi tu veux tout savoir sur la socialisation et comment la réussir, installe-toi bien, l'épisode va commencer. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de pros qui nous font découvrir toutes les pratiques, astuces et solutions concrètes qui font du bien à nos poilus. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos compagnons. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Bonjour Annabelle, bienvenue sur le podcast. Bonjour Romane et merci pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Eh bien, plaisir partagé. Alors Annabelle, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je m'appelle Annabelle Barata, je suis éducatrice et spécialiste du comportement canin. Mon rôle, c'est d'accompagner les humains et leurs chiens dans une relation basée sur la compréhension, la confiance et le respect mutuel. Donc, j'adopte une approche bienveillante et collaborative, respectueuse des émotions et des besoins du chien, surtout en privilégiant des méthodes adaptées à son individualité, parce que chaque chien est différent. Donc, mon objectif au quotidien, c'est d'aider chaque duo humain-chien à mieux se comprendre, mieux se connaître et renforcer leur lien pour qu'il y ait une évolution harmonieuse tout au long de leur vie ensemble. Qu'est-ce qui a fait que tu sois devenue éducatrice comportementaliste canin? Tout a commencé il y a 4 ans quand j'ai adopté mon premier chien rien qu'à moi, parce que j'ai eu des chiens un petit peu toute ma vie avec mes parents. Mais il y a 4 ans, j'ai voulu sauter le pas et avoir mon chien. J'ai subi beaucoup de pression en fait de mon entourage parce que je voulais un gros chien, je voulais un chien sportif qui puisse m'accompagner un petit peu partout parce que je bouge beaucoup, je fais beaucoup de rando, je suis toujours un peu à droite à gauche et je suis tombée sur un Malinois Husky. Donc tout de suite, j'ai eu beaucoup de pression de tout le monde en me disant What, mais un malinois, tu te rends compte, c'est un chien super dangereux, il faut que tu ailles le faire dresser parce que sinon ça va être compliqué. En plus, c'est un husky aussi, toi tu veux être tout le temps dehors lâché avec ton chien, il va faire que s'enfuir, ça va être un enfer. Que finalement, je fais pas une bêtise de vouloir tout faire toute seule. Parce que comme un peu tout le monde, je pense, j'ai regardé tout ce qu'on pouvait trouver sur Internet, Instagram, tout ce que tu veux. Et je me dis, bon, ok, Club Canin. Hein, je connais rien d'autre vraiment que le Club Canin. Je connais pas trop l'existence, enfin, en fait, je connais pas même l'existence des comportementalistes. Je me dis, un éducateur, ça va coûter super cher. Donc, Club Canin, me voilà partie. Et au début, ça se passe bien. On fait des trucs classiques, du assis, couché, pas bouger, qui aujourd'hui, je me dis, ça servait tellement à rien. Et puis, les jours passent, les semaines passent et je commence à rencontrer des petits soucis avec mon chien qui tire beaucoup en laisse, qui peut aller voir tous les congénères, qui commence à manger plein de trucs dans la rue. Voilà, le truc où ta balade devient un petit peu relou. Et j'en parle au club et puis on me dit ouais mais c'est parce que t'es trop gentil, il faut que tu sois un petit peu plus ferme avec ton chien. Ok. On continue à faire toujours ces mêmes exercices au club, tout va plutôt bien, mais je vois que ma chienne elle aime plus trop y aller, je sais pas, elle est un peu stressée.
les cours deviennent un peu compliqués et là on me dit allez, il faut que tu tires sur ta laisse parce que t'es pas assez ferme, il faut que tu t'énerves un petit peu plus. Puis en fait, t'as tous les autres personnes autour de toi qui y arrivent, donc tu te dis bon bah faut vraiment peut-être que je fasse comme ça. T'as cette pression en fait du regard des autres. T'as un peu ta famille aussi. Ah bon, t'as des soucis avec ton chien? Bah tiens, on te l'avait dit. Donc voilà, Ouais. t'as un peu la pression de tout le monde. Et donc bah t'essaies de t'investir encore plus, de faire plus, mais voilà, les jours passent et je vois vraiment que on arrive en confrontation avec ma chienne, on se comprend pas du tout. Je passe pas forcément des très bons moments. Et là au club on me dit ben faut que tu lui mettes un collier étrangleur, tu vas voir, au moins comme ça, elle va vraiment t'écouter quoi. Donc moi je suis en mode ok mais moi je veux pas. Tu sais, je suis au club en mode, je donne des petites friandises quand elle fait des trucs bien, sans qu'on me voit trop et tout ça. Et puis, bah, je me fais engueuler forcément par les moniteurs. Et un jour, je me rappellerai toute ma vie, il y avait une petite nénette, je sais pas, de 1m60, toute menue, toute jolie, toute mignonne, avec un énorme berger blanc suisse. Je crois que c'était la première fois d'ailleurs que je voyais un berger blanc suisse aussi gros, aussi grand. Et le chien fait pas un assis. Et là, le moniteur, il lui dit, non, mais il faut que tu t'énerves, vas-y, tire, faut que tu tires sur le collier, faut que le chien croit qu'il va mourir. Et là, j'ai dit, mais quoi? En fait, on en est là, les gars. Enfin, c'est pas possible. En fait, c'est pas moi ce que je veux. Puis, enfin, vous êtes fous. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc là, je Ah réagis ouais. devant tout le monde et je leur dis, mais vous êtes tarés, c'est pas possible. Enfin, pourquoi on fait ça, quoi? Et je me fais engueuler de ouais, mais de toute façon, toi, tu fais jamais ce qu'on te dit, tu y arriveras jamais avec ton chien. Bref, je pars en pleurs du truc en insultant tout le monde. J'en parle autour de moi parce que bah je me retrouve encore d'un peu démunie avec mon chien. Et puis j'ai une amie qui me dit bah si tu veux, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît un éducateur. Et là je lui dis non c'est bon les éducateurs stop ça va. Et elle me dit non non mais c'est un comportementaliste apparemment il est super bien. Ok donc je me dis bon on tente. Donc je fais appel à Clément de l'école de la Meute avec qui je travaille aussi aujourd'hui et qui finalement nous prend en charge, me montre que mon chien communique avec moi par plein de signaux, par plein d'attitudes. Et là c'est une révélation, je me dis mais waouh en fait on m'a jamais appris ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui mon chien il parle et je le savais pas. Et j'ai eu des chiens toute ma vie et je le savais pas. Et là, c'est vraiment la révélation. Je comprends énormément de choses. Donc, je commence à lire des bouquins, à orienter mes lectures sur Instagram, sur vraiment d'autres méthodes, sur tout ce qui touche aux signaux de communication, etc. Et je trouve ça passionnant. Donc, je passe des heures à observer mon chien, d'autres chiens et tout. Je fais que parler de ça. Et au bout d'un moment, mon entourage me dit, écoute, arrête de nous parler de chiens, tu parles plus que de ça. On t'adore, mais c'est insupportable. Mais les gens commencent à me dire, mais pourquoi t'en fais pas ton métier? Moi, j'ai travaillé dans le milieu de l'assurance toute ma vie. J'ai un bon poste, je suis tranquille derrière mon bureau, j'ai un salaire qui tombe tous les mois et tout. Je me dis non, mais jamais de la vie, je peux pas devenir indépendante comme ça du jour au lendemain. Mais j'ai des petits soucis de santé. J'ai fait un petit burn-out au boulot. Ça va plus trop et donc je remets un petit peu en question toute ma vie. Et il y a ce chien qui m'aide à tenir le coup, en fait, tout simplement, qui m'aide à me lever tous les jours, qui m'apporte énormément. En fait, vraiment, c'est un déclic et je me dis, ok, bah pourquoi pas tenter. Donc, je me forme. Je continue à suivre Clément pour que voilà, j'apprenne plein de choses, que je sois tout le temps dans le milieu du chien. Je fais plein de balades collectives, enfin, je fais plein de choses en même temps. Et puis, sortie de formation, je me dis, ok, en fait, je me vois pas faire autre chose, c'est pas possible. Je veux que ce soit ma vie, parce que j'ai vraiment tellement j'apprends tellement de choses, j'ai tellement une nouvelle vision sur le monde du chien, sur le binôme que je me dis, ok, non, je peux pas faire autre chose de ma vie, je me lance, j'y vais et on verra comment ça se passe. Eh ben, quelle histoire incroyable. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est la socialisation, ce fameux terme? Ouais, alors la socialisation,
qu'on entend un peu à toutes les sauces et puis on l'utilise un peu dans tous les sens aussi et on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, la socialisation au sens large, déjà, c'est en fait la période d'apprentissage du chien. Elle commence à 3 semaines et elle va s'étendre à peu près jusqu'à 5, 6 mois. Ça va dépendre des individus, mais c'est vraiment en fait une période où le chien, il va apprendre de plein de choses, de son entourage, des humains, de l'environnement et surtout donc la socialisation. C'est là où le chien, il va apprendre à interagir avec tout ce qui l'entoure. Il va rentrer dans une phase d'apprentissage des codes sociaux. C'est vraiment la capacité à entrer en relation avec les autres chiens. C'est quoi la différence avec la sociabilisation? Il y a socialisation et la sociabilisation. Ouais, c'est ça. Alors, la sociabilisation, c'est la capacité du chien à interagir avec ses congénères. Donc, en fait, tu as cette phase de socialisation où il va apprendre. Et la phase de sociabilisation, c'est la phase où après, il met en pratique, en fait, la communication qu'il aura apprise lors de la socialisation. C'est pour ça que c'est Ok. important de vraiment bien choisir les interactions, de bien choisir l'environnement auquel on va exposer son chien, comment on va lui exposer, parce que voilà, il va apprendre sur cette période-là, de ces 3 semaines à ces 5 mois, donc pendant toute cette période de socialisation. Et après, c'est de la mise en pratique. Comment l'éducateur peut nous aider, le comportementaliste éducateur, je ne sais pas d'ailleurs si c'est plus approprié pour l'un ou pour l'autre, à l'apprentissage, pour nous guider? Alors, le comportementaliste, l'avantage, c'est que justement, il connaît le comportement canin. Il a été formé pour comprendre justement tous les signaux de communication, comment fonctionne le chien, comment il interagit, quelles sont ses émotions. Voilà. Le comportementaliste, c'est un spécialiste du comportement. Donc, c'est quand même celui qui sera plus à même à t'accompagner pour justement bien respecter cette phase de socialisation, te donner tous les outils qu'il faut pour bien la réussir et pour que finalement ton chien il ait tout ce qu'il lui faut au bon moment. Donc la communication canine c'est vraiment subtil parce que tu vois comme je le disais dans mon introduction, j'ai eu des chiens toute ma vie et je la connaissais pas. En fait, on a un petit peu ce classique de le chien il remue la queue, il est content, il aboie, il est méchant. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, quoi. Donc, le spécialiste du comportement, le comportementaliste, il va vraiment être là. En tout cas, moi, je sais que c'est euh, mon but quand je prends en charge un binôme, c'est qu'il y ait de la compréhension. Il est là pour transmettre son savoir, pour que l'humain puisse justement comprendre toute cette communication, la voir, savoir comment on la met en place, savoir comment guider le chien. Donc vraiment le rôle du comportementaliste, en tout cas avec un chiot dans cette période de socialisation, c'est vraiment un accompagnement à la transmission de toutes les tous les signaux, toute la communication canine en fait, la bienséance. En fait, on est là vraiment pour tout apprendre à l'humain pour qu'il puisse vraiment comprendre au mieux son chien. Et l'accompagnement d'un pro, je suppose qu'il a ses limites? Alors oui, mais j'ai envie de te dire plus du côté finalement de l'humain, parce Ok. que en fait, il faut tout simplement qu'il y ait un investissement. C'est que nous, on n'est pas des magiciens. On ne peut pas sortir une baguette magique et régler tous les problèmes et apprendre tout ce qu'il faut au chien en un Mhm. claquement de doigts. C'est que voilà, nous, on est là dans l'accompagnement, dans la transmission de méthodes, dans la transmission d'informations. Mais après, en fait, il faut que l'humain derrière, il ait cette prise de conscience déjà de comment ça fonctionne. Mhm. Donc, il faut qu'il ait cette envie d'accompagner son chien aussi, cette envie d'adhérer à notre discours, parce que bon, bah, ça peut arriver en fait hein, que tu aies des gens qui soient plus axés sur ces anciennes croyances qu'on a tous entendues tout au long de notre vie, et que même quand tu leur dis mais c'est juste prouvé scientifiquement tout ce que je vous dis, il va te dire ouais mais moi j'ai eu des chiens toute ma vie et j'ai jamais fonctionné comme ça donc je vais pas le faire avec lui. Voilà. Donc
ça va être surtout ça, quoi. C'est si l'humain veut pas s'investir, si l'humain ne veut pas comprendre pour X raisons, on peut pas le forcer. On peut pas le forcer à comprendre, on peut pas le forcer à être bienveillant ou mieux-veillant en tout cas. On peut pas le forcer à travailler parce que voilà, nous notre but c'est de donner les outils sur plusieurs séances, bien souvent, mais à lui de travailler entre les séances aussi, Ouais. parce que nous, on n'est pas là pour éduquer le chien. On est là vraiment pour donner les clés à l'humain, pour que lui il éduque, pour que lui crée le lien, pour que lui comprenne et sache agir au quotidien. Notre but, c'est pas d'être là tous les jours à tenir la main à l'humain. On est là pendant les séances à lui tenir la main, à lui donner tout ce qu'il faut. Mais en fait, après, il faut qu'il soit autonome. C'est le but, en fait. Hein. Et on parle souvent de code canin, t'en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, les codes canins? Alors, encore une fois, ça veut un peu tout et rien dire, parce que alors, c'est ma vision de professionnel, mais quand on parle avec des gens qui font appel à nous, bah, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste que les interactions, ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de bagarre, que leur chien soit gentil et puisse dire bonjour à tout le monde. Encore une fois, la communication canine, c'est très subtil. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Donc, dans la période de socialisation, apprendre les codes canins, les codes de communication, surtout comme moi je les appelle, c'est déjà dans un premier temps apprendre la bienséance canine. Comme nous, humains, on a des codes pour se dire bonjour, se serrer la main ou se faire la bise, ou dans certaines cultures, il y a d'autres signes à montrer en fait avant d'avoir des interactions avec des gens. Les chiens, c'est pareil. Déjà, ils doivent apprendre cette bienséance canine. La bienséance canine, qu'est-ce que c'est? C'est déjà à l'approche, donc déjà de loin, montrer des signaux qui font que on va informer le chien qui est en face qu'on n'est pas une menace, qu'on est poli. Donc, le plus courant qu'on voit pas forcément parce qu'il est assez subtil, c'est le chien qui va détourner la tête. En fait, si tu regardes bien, souvent, quand tu as deux chiens qui vont se rencontrer, les deux, ils vont se regarder et tout de suite, ils vont détourner la tête et se re-regarder, puis regarder encore peut-être à côté, regarder un petit peu en bas. Parce qu'en fait, on se regarde pas fixement, quoi. Si un chien regarde l'autre chien fixement, c'est pas un bon signal. C'est que il y a de l'appréhension, il y a peut-être de la peur, il y a peut-être une envie de prédation qui est derrière. Enfin bref, c'est que des signaux entre guillemets un peu négatifs. Donc le chien, s'il se fait fixer, il va se dire ouh là là, bizarre en face, j'ai pas trop envie d'aller le voir. Donc ça va faire monter déjà l'appréhension de ton chien par exemple, si c'est lui qui se fait fixer. Donc, voilà, il y a des signaux déjà, premiers abords, que le chien doit envoyer de loin. Donc ça en est un, ça peut en être d'autres. Par exemple, sur des chiens qui sont en totale liberté, même chose, ils vont pas se foncer l'un vers l'autre. Automatiquement, si ils sont bien codés, bien éduqués, respectueux de l'autre, ils vont faire un tout petit air de cercle pour vraiment pas arriver face à face et juste se décaler un tout petit peu. Alors, t'en as qui vont vraiment faire un super grand cercle, il y en a qui vont juste se décaler de quelques centimètres, mais voilà, le fait de pas arriver de façon frontale et d'arriver un tout petit peu sur le côté, c'est aussi une façon de montrer à l'autre qu'on est poli. On arrive calmement, on n'arrive pas en courant, on arrive en marchant tranquillement, confiant un petit peu dans ses pattes. Et ça permet donc ensuite de faire les présentations. Donc les présentations, c'est prendre les odeurs au niveau de tout ce qui va être babine, cou, oreille, cou, toute cette partie avant. Et après, on va aller sur l'arrière-train. Donc les gens, ils se disent, oh, l'obsédé. Ben non, c'est comme ça que les chiens, ils prennent vraiment les informations et ils se disent bonjour. Donc on va avoir cette deuxième phase qui est très rapide où le chien va aller sentir l'arrière-train de l'autre pour prendre les informations olfactives, pour savoir qui il est. C'est un peu... de toute façon, c'est leur façon de parler et de dire qui ils sont, comment ils vont aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en bonne santé, est-ce que ils sont de bonne humeur, etc. Et il faut savoir que cette rencontre-là, elle doit durer que vraiment quelques secondes, entre 5, 10 secondes. Des fois, 10 secondes, ça peut être un petit peu long. Pourquoi? Parce que après, ça devient intrusif. Donc ces présentations-là, elles doivent vraiment être plutôt rapides. Et normalement,
une fois que ces présentations-là, elles ont été faites, bah, c'est là où les deux individus vont choisir ce qu'ils vont faire ensemble. Est-ce que tu m'intéresses pas pour X raisons et peut-être parce que mes humains ils sont en train de partir chacun de leur côté et donc hop on s'est dit bonjour, on se sépare et puis salut bonne journée. Ou imaginons que les humains soient en fatigue dans l'attente de cette présentation, ils vont se présenter, hop et là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on va jouer? Est-ce que on va aller se balader ensemble? Tiens, moi j'ai senti une odeur juste avant d'arriver. Viens, on va aller regarder ensemble. J'ai vu un bâton, j'ai vu ça. Bref, où là il y en a un des deux qui va peut-être proposer une interaction à l'autre et où ça va matcher entre eux quoi. Donc Ok. déjà la première chose c'est ces codes-là qui Ouais. doivent être respectés. D'ailleurs, il faut se dire que quand t'as pas ce genre de présentation-là, si t'as un jeu tout de suite après, souvent c'est pas du jeu. Parce que il y a pas eu de prise d'information, on sait pas qui est l'autre, donc en fait on sait pas de quel niveau d'énergie il a, est-ce qu'il a envie de jouer ou pas. Donc souvent quand t'as pas de présentation comme ça qui se font et qu'il y a un jeu tout de suite, c'est un faux jeu, c'est ce que j'appelle c'est des évitements de conflits. C'est je sais pas trop quoi faire, on s'est pas dit bonjour, je vais faire le petit chien mignon qui joue. Donc en fait, c'est pas un jeu qui est à l'aise, c'est vraiment de l'évitement de conflit. Ouais, on a vraiment en fait une méconnaissance du langage corporel canin. Là, je sais pas si ceux qui nous écoutent se font la même réflexion que moi, mais c'est vrai qu'on a tout de suite l'impression: «Ah, ils sont trop copains, ils jouent, regarde». Non, en fait, ils se sautent dessus, ils sont pas du tout OK, là, ils sont voilà, ils passent un mauvais moment. Ce langage corporel du chien et le fait qu'on ne le connaisse pas, en fait, c'est dangereux pour le chien Ouais, parce qu'on le met complètement. pas en confiance avec nous. Exactement. Alors, tu lui mets pas en confiance au niveau humain parce que tu peux malheureusement prendre le rôle de l'humain qui te met des chiens pas forcément très cool tout le temps dans les pattes. Donc, Mmh. au final, le chien, il va se sentir un peu démuni et un peu se sentir responsable de gérer ses interactions. Alors, d'un côté, c'est très bien, s'il sait le faire correctement. C'est-à-dire que si il est très bien dans ses pattes pour prendre la décision de justement pas aller faire de rencontres parce qu'il n'a pas eu les signaux avant-coureurs de cette fameuse prise d'information qui va se faire. Il peut se dire tiens lui déjà il m'envoie pas les signaux qu'il faut, je vais carrément l'esquiver parce que ça me convient pas et moi j'ai envie qu'on soit poli avec moi et il va juste esquiver le chien et ça j'ai envie de te dire c'est très bien, il est autonome, il prend les bonnes décisions, ça c'est parfait. Mais tu peux avoir des chiens qui vont être beaucoup moins confiants, qui auront peut-être eu justement beaucoup trop de mauvaises interactions, qui vont tout de suite paniquer et tu vas tomber dans soit un chien qui joue tout le temps, mais qui finalement, en fait, n'est pas à l'aise avec ses congénères. Et toi, tu vas te dire, oh, c'est génial, il joue, je vais lui emmener voir plein de potes. Donc, tu l'emmènes tout le temps voir des chiens. En fait, il n'est pas du tout à l'aise. Et là, tu vas générer, donc, comme je te disais, ce rôle de, l'humain, en fait, il me met en difficulté tout le temps. Donc, je peux pas avoir confiance en lui. Donc, peut-être que sur d'autres moments de vie, quand tu vas lui demander quelque chose, il aura pas confiance en toi. Parce qu'il pensera toujours de, ouais, mais dans ce cas-là, tu me mets en difficulté, donc pourquoi tu me mettrais pas en difficulté dans ce qu'elle apprécie, où moi j'ai le doute et où j'ai besoin de toi. Donc, tu peux finalement perdre un petit peu ce rôle d'humain de confiance. Tu peux créer de l'anxiété généralisée, où le chien, en fait, dès qu'il sort, dès qu'il va voir un copain, il va stresser à mort. Donc, effet boule de neige, où il est stressé dehors, donc sa balade, elle sert pas à grand-chose. Donc, en fait, il est stressé à l'intérieur parce qu'il n'arrive pas à se détendre, mais on le sort, donc il stresse encore plus. Et en fait, tu arrives dans une escalade qui fait que tu as une anxiété généralisée et tu as un chien qui va pas être bien dans ses pattes au quotidien et qui va encore peut-être développer d'autres comportements qui vont être gênants. Tu vas avoir peut-être aussi un chien qui va devenir réactif, donc qui va employer justement une autre stratégie pour repousser les chiens. Parce qu'en fait, les chiens, ils ont plusieurs stratégies comme nous face à la peur, face à quelque chose qui est désagréable. Par exemple, tu vois, quand tu as une araignée qui te tombe sur le bras de nulle part,
peut-être que tu vas partir en hurlant, peut-être que tu vas te secouer dans tous les sens, peut-être que tu vas complètement te figer et te mettre à pleurer, tu vas peut-être taper partout. Bref, voilà, l'humain, il a plein de stratégies. Le chien, c'est pareil. En fait, il y en a 4. C'est soit la fige, donc c'est vraiment, on s'arrête de bouger, on se met en mode robot et on fait comme si on n'existait plus en espérant que on survive tout simplement à ce qui est en train de se Mmh. passer. Tu vas avoir la fuite, donc bon, un peu comme ce que je te disais au début, j'ai pas repéré les signaux qu'il faut sur le chien que je vais rencontrer, donc j'ai pas envie, hop, bah je vais esquiver. Donc on a cette possibilité-là. On a l'agression, donc là, Mmh. bah, comportement agressif, où en gros, c'est de se dire, je vais frapper le premier. Comme ça, je vais repousser, au moins je suis tranquille, on viendra pas m'embêter. Donc, c'est quand même dommage de tomber dans cette stratégie-là de repoussement, Ouais, ouais, ouais. parce que bah, là, tes balades, elles deviennent beaucoup plus compliquées. Et il y en a un quatrième qui est la séduction. C'est quand même assez rare que les chiens l'utilisent, mais il y en a. Moi, ma chienne, elle utilise beaucoup cette stratégie-là. C'est la séduction, OK. c'est de montrer qu'on est super mignon. Donc, tu sais, le chien qui va arriver et puis qui va se recroqueviller, qui va faire des petits bisous, et puis on dit, oh, c'est mignon, ils font des bisous. Non, en fait, le chien est mal à l'aise et est en train d'essayer de faire en sorte d'apaiser l'autre chien. En gros, ça veut dire, regarde, je suis trop mignonne, me faites pas de mal, quoi. Viens, on fait un OK. truc tranquille. Donc voilà, on retrouve ces 4 comportements-là. Donc tu me diras, il y en a qui sont donc plus adaptés que d'autres, mais avoir beaucoup de mauvaises interactions non consenties, ça peut quand même générer de l'agressivité. Donc là, c'est quand même un petit peu plus dommage pour le chien et puis le binôme, il va forcément en pâtir. Et donc en quoi c'est important la socialisation pour un chiot? La socialisation pour un chiot, c'est super important parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, entre 3 semaines et 5, 6 mois à peu près, il va vraiment créer ce que moi j'appelle son catalogue de vie. Donc, en fait, il va être confronté aux humains, aux autres chiens, à l'environnement. Donc, dans l'environnement, il y a le bruit, les voitures, les joggeurs, les vélos, les motos, tout ce que tu veux. Peut-être aussi d'autres animaux, des chats, des vaches, des chevaux, etc., etc. Donc, c'est une phase de la socialisation où, en fait, il va enregistrer un petit peu toutes les interactions qu'il peut avoir dans son petit catalogue de vie. Et il va le classer, moi je dis toujours, dans la partie rouge, donc ce qui est un petit peu négatif, ce qui a été mal vécu, et ce qui donc va déclencher l'une de ces 4 possibilités de réponse comportementale. Et il va classer les autres choses dans la partie verte, donc dans ça c'est trop cool, j'ai passé un bon moment. Donc cette phase de socialisation, elle est super importante chez le chiot parce que c'est là où il va donc classer toutes les interactions qu'il a pu avoir. Et donc, ce qui fait que à partir de l'adolescence, donc vers 5, 6, 7 mois, hein, encore une fois en fonction des races, individus, etc., c'est là qu'il va prendre des décisions. Quand j'étais petit, là on va parler donc du chien, quand j'étais petit, j'ai vécu plein de mauvaises situations avec des chiens. Peut-être que j'avais jamais de rencontre où c'était trop énergique, il y avait trop de jeux, je me suis peut-être fait faire, enfin on m'a peut-être fait mal, on m'a peut-être attaqué, etc. Donc en fait, il va se dire maintenant, je suis un grand, j'ai les capacités et j'ose dire non, j'ose dire stop, j'ose dire que je veux pas. Donc quand je vais voir un chien, vu que le chien il a été mis dans la partie rouge, quel quel comportement, quelle réponse comportementale je vais y apporter? Est-ce que je prends la fuite? Est-ce que je fais ma petite séduction? Est-ce que je me fige, je bouge plus en attendant que le chien y passe parce que si j'ai pas d'interaction avec lui, il y a de fortes chances qu'il me laisse tranquille et qu'il parte? Ou est-ce que je Mmh. l'attaque pour le repousser? Donc c'est pour ça que cette phase de socialisation, elle est super Ouais. importante parce que c'est ce qui va vraiment déjà déterminer aussi plus ou moins le caractère de ton chien, parce que s'il a subi énormément de choses, là on parle du chien, des congénères, mais tu vois, le chien que tu auras sorti pendant 3 quarts d'heure au marché un dimanche matin, où il y a 10 000 personnes, lui il est tout petit comme ça, au milieu de tous les humains,
du bruit, de l'agitation. Ça se trouve, il a super mal vécu le moment parce que c'était anxiogène au possible. Et puis qu'à chaque fois, sur toutes les sorties, ben, il se fait malmener par un chien. Et puis, à un autre moment, il y a une grosse moto qui a fait un bruit, etc. Tu vois, imaginons que toutes les sorties qu'il Mmh. a eues, bah, elles soient vachement anxiogènes, qu'il ait peut-être pas forcément réussi un petit peu à redescendre sur ses émotions, à se rassurer avec son humain, etc. Ben, tu vas peut-être avoir un profil de chien donc qui aura fait de l'anxiété généralisée et qui va avoir peur de tout à cette adolescence. Donc c'est pour ça que la phase de socialisation, elle est super importante parce que pour moi, c'est quand même ce qui va déterminer qui est ton chien de demain. Et à partir de quel âge, du coup, il doit commencer à rencontrer d'autres chiens? Alors, étant donné que la phase de socialisation, elle commence à partir de 3 semaines environ, déjà, il rencontre d'autres chiens euh, via sa fratrie, via sa maman, peut-être aussi son papa. Il y a des moments où le papa est aussi présent. Peut-être qu'il y aura d'autres chiens dans le foyer ou dans l'élevage où il va se trouver à ce moment-là. Donc, déjà, il commence à rencontrer des chiens à ce moment-là. Donc, c'est aussi très important de la part d'un éleveur ou de la part d'un particulier qui fait des portées d'être très attentif aux interactions que peuvent avoir les chiens entre eux à ce moment-là. Que ce soit la mère ou que ce soit... Alors, la fratrie, normalement, ils vont un peu se gérer entre eux où la mère est censée être là pour faire tampon au niveau de la fratrie, mais au niveau d'autres chiens. Par exemple, je te parle de ça parce que je l'ai eu en clientèle, un chien qui vient d'un élevage où il y a beaucoup, 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 beaucoup de chiens. Il y avait à peu près entre 20 et 50 chiens adultes, enfin adultes, Ah chiots, oui, etc. Entre, ouais, c'est un très très gros élevage. Il y avait plusieurs races. Donc entre les étalons, les femelles, les chiots, les retraités, tout ce que tu veux, ils étaient entre ouais, c'était un très très ouais, gros élevage. Ils étaient entre 20 et OK. 50. Bah, en fait, là, t'as quand même beaucoup de chiens adultes aussi. T'as des chiots d'autres fratries. Donc, Mmh. il y a déjà des interactions. Donc, déjà, à ce moment-là, c'est super important, donc, de la part de l'humain, éleveur ou particulier chez qui ça se passe, d'être Mmh. attentif au comportement des chiens adultes. Parce que bon, les chiots, ils sont en train d'apprendre, donc c'est normal qu'ils soient pas encore les plus codés du monde. Mais c'est pour ça que c'est important dès la 3e semaine, dès la naissance, on va dire de toute façon, qu'il y ait ce, cet équilibre qui se fasse bien avec tous les autres chiens adultes que le chien va pouvoir rencontrer. Donc après, dès lors que le chien sort de son élevage ou de sa famille, on peut continuer à faire des rencontres de chiens parce que bah en fait cette phase de socialisation elle est là, hein, elle est en cours donc il faut. On va essayer de prendre des chiens de toute taille, effectivement, parce que comme je disais, il est en train de créer son catalogue, donc il faut qu'il apprenne à rencontrer des races différentes, des tailles de chiens différents, des profils différents, euh, mais ben des chiens qui eux-mêmes en fait sont bien codés, ont les bons codes, des chiens qui vont prendre le temps de justement faire ces présentations, prendre le temps d'être patient avec un chiot par exemple aussi, parce que bah, le chiot, c'est un petit chien, il est en train d'apprendre, il est juvénile, il a envie de jouer, donc il peut être un petit peu chiant. Donc c'est bien d'avoir aussi des chiens adultes pour être tolérant avec ce chien, lui apprendre les limites et avoir les bonnes réponses comportementales. C'est-à-dire que si tu mets un chiot dans les mains d'un chien adulte qui est pas du tout tolérant et que dès qu'il se fait mordre les pattes, il va mettre un super gros coup de pression et va par exemple lui mettre un coup de museau à chaque fois, tu vois, sans aller jusqu'à la morsure, hein, en fait, on n'a pas besoin de ça, mais qui va aller le poker à chaque fois, ben, le show, il va pas vivre une super bonne interaction. Si t'as personne qui est là pour se dire, tiens, c'est un petit peu trop pour le chiot, là, il est en train de se faire poker 2, 3, 4 fois, et il comprend pas, il y retourne, je vais les séparer quand même, parce qu'on va éviter, en fait, que le chiot, il passe un mauvais moment, et ton chien adulte aussi, en fait, il passe un mauvais moment. Donc la mère, elle a quand même une importance, la fratrie aussi. Heu, Si le chiot n'a pas de mère ou de frère, est-ce que ça a un grand impact? À quoi il faut faire attention, tu vois, si,
on se rapproche d'un particulier, d'un élevage. Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Ouais, alors effectivement, c'est toujours mieux d'avoir une mère qui va s'occuper des chiots. Déjà parce que sur les premières semaines de vie, le chiot, il n'est pas du tout autonome. Il peut pas faire ses besoins tout seul, il peut pas se nourrir tout seul. Donc c'est quand même mieux que la nature fasse ce qu'elle a à faire et que ce soit la mère qui s'en occupe, hein, plutôt que l'humain. Parce que le fait aussi que ce soit l'humain qui prenne cette place-là peut éventuellement sensibiliser le chiot, parce que ça va être beaucoup de manipulation. Donc, est-ce que les manipulations vont être bien reçues par le chiot aussi? Donc ça peut jouer. La fratrie, c'est aussi important parce que c'est quand même aussi les premiers apprentissages que le chiot va avoir de comment je joue, comment je fais attention à ma morsure, est-ce que je mords trop fort, comment je joue avec les autres chiots de la portée, est-ce que la mère va intervenir pour séparer ou pas. Donc c'est quand même les OK. premières interactions et c'est aussi quand même le premier réconfort, hein, tu vois, il y a un lien qui se crée avec la fratrie et surtout aussi donc avec la mère. Donc oui, je pense que pour le développement de n'importe quel être vivant, c'est toujours beaucoup plus rassurant et normal pour son évolution que ce soit la mère qui gère cette partie-là. Après, OK. effectivement, vu que la mère et les chiots ont une grande importance dans le développement du chiot, il faut aussi que, comme je disais avant, l'environnement il soit équilibré. Donc il faut aussi que la mère elle soit équilibrée. C'est-à-dire que Mmh. si déjà tu as une mère qui fait de l'anxiété généralisée, qui est déjà pas bien dans ses pattes, elle va peut-être le transmettre au chiot. Donc c'est important de voir que l'état émotionnel de la chienne soit équilibré. Si il y a de l'agressivité de la part de la mère envers les humains ou envers les autres chiens, ça peut jouer aussi parce que elle joue le rôle d'un modèle, donc elle est en train de montrer au chiot comment interagir avec son environnement. Donc si tu as une mère qui est déjà agressive envers des humains ou d'autres chiens, en fait, c'est qu'elle estime qu'il y a un danger. Donc elle est en train d'apprendre à ses chiots que l'humain ou le chien peut être un danger, ou ça peut être autre chose, hein. Mais voilà, là, on parle surtout du chien. Même chose, la protection de ressources. Si tu as une mère qui fait de la protection de ressources sur la nourriture et qui laisse pas ses chiots trop aller manger et qui, pareil, dès lors qu'ils vont se déplacer, ça peut être même sur de l'eau, dès lors qu'ils vont se déplacer vers une gamelle qui va aller les empêcher, les poquer, les stopper, les arrêter carrément dans leur course, t'es déjà en train de créer aussi de la compétition parce que Mmh. quand est-ce que j'ai le droit d'aller manger? Ils vont peut-être pas manger à leur faim. Et puis, encore une fois, on a une mère qui est en train de dire la nourriture, ça a une très très forte valeur. Même nous, on se bat pour l'avoir. Donc, voilà, t'envoies pas forcément le très très bon message au chiot. Donc, voilà, faut vraiment pas oublier que c'est là où il est en train d'enregistrer comment ça se passe dans la vie et comment je vais réagir face à telle ou telle situation. Donc, on est quand même en train de lui apprendre que face à de la nourriture, il est censé réagir comme ça. Une question qu'on peut se poser souvent, est-ce que, sortir avec son chiot entre ses 3 6 mois, c'est bien? Est-ce que tu recommandes, d'avoir assez d'activités avec son chiot quand il est petit ou justement c'est pas trop une bonne idée de le sortir tout le temps chez nos amis et cetera et cetera? Alors, c'est une bonne idée de le faire, mais ça dépend comment c'est fait. En fait, le chiot déjà, il a besoin de beaucoup de repos. Donc si tu es tout le temps dehors, en fait, il aura pas le temps de se reposer, donc il aura pas le temps d'assimiler les choses, il aura pas le temps de Mmh. retrouver un état émotionnel calme. Donc oui, mais il faut effectivement qu'il sorte, qu'il voit un maximum de choses parce que, encore une fois, il est en train de les enregistrer et il est en train d'enregistrer comment il doit agir quand justement il va chez des amis, quand il va à tel endroit, quand il va au marché, quand il va voir un autre chien, etc., etc. Donc il faut qu'il apprenne comment agir dans toutes ces situations, mais il Mmh. faut absolument que ce soit modéré. Donc déjà les balades pour un chiot, au début, sur les 2 premiers mois, je dirais, faut que les balades elles soient plutôt courtes
Et il faut vraiment penser à l'immersion. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que tu prends un chiot et tu arrives en plein Paris, par exemple. Paris, c'est un contexte qui est quand même très particulier, où il y a beaucoup d'agitation, donc beaucoup de bruit. Ça, on n'y pense pas forcément, mais en fait, faut pas oublier que le chien a une ouïe qui est quand même plutôt développée, donc il entend beaucoup plus fort les choses que nous, on peut entendre, et il entend plus loin. Enfin, donc, faut faire attention déjà à la densité sonore. Il faut faire attention à la densité visuelle parce que, encore une fois, lui, il est comme ça et une voiture, c'est comme ça et un humain, c'est comme ça. Enfin, tu vois, il y a cette Ouais, ouais, proportion-là c'est vrai. aussi en plus en fonction de sa race. Si tu te prends je sais pas, un chiot chihuahua, enfin, tu vois, par rapport à un chiot rottweiler, bah, ils ont déjà pas la même taille. Ça reste des chiots, mais Mm. effectivement, ils vont voir le monde complètement différemment. Donc en fait, il faut faire attention à l'immersion. Tu vas peut-être pas l'emmener tout de suite enfin, il ne faut pas, on va pas dire peut-être pas l'emmener. Disons les mots, il ne faut pas emmener ton chien en plein milieu de Paris, je sais pas, genre sur la place de l'Étoile, où tu as 10 milliards de voitures qui vont klaxonner dans tous les sens, où va y avoir plein de monde, etc. En fait, il faut faire les choses de façon graduelle. Faut se dire que de toute façon, des 2 mois où tu vas récupérer ton chiot jusqu'à je dirais même jusqu'à ces 9 mois. Le principal, c'est de vraiment l'exposer donc à tout l'univers qu'on va lui offrir après, enfin tout l'univers qu'on peut lui offrir en tout cas, l'habituer à tout ça, mais donc de façon vraiment graduelle. Il faut pas que les balades elles durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça, une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vas le faire quand le chiot il a à peu près 6 mois. Mais les 3 premiers mois de vie qu'il passe avec toi, faut vraiment qu'il fasse des balades courtes. Faut vraiment qu'il fasse des balades stimulantes, mais pas trop. Donc, faut toujours trouver le juste milieu de je l'emmène en ville, mais pas en plein centre-ville. Donc, si il y a la place du marché, c'est pareil. Peut-être qu'au début, bah, on va rester en dehors du marché à 200 mètres, 300 mètres, juste pour qu'il puisse déjà observer Ok. l'agitation. En fait, il faut lui mettre, il est en train de découvrir le monde. Il est en train de découvrir un monde d'humain dans lequel nous, on le met. Donc, il faut vraiment y aller graduellement. Donc voilà, il faut emmener son chien, il faut le promener, mais c'est toujours avec modération, pas trop longtemps, et avec des étapes par rapport aux stimulations. Donc, il faut lui laisser le temps de se reposer. Des balades de 15-20 minutes, c'est déjà très très bien. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur ta montre, 15-20 minutes, c'est déjà long. Donc pour un chien qui est en train de découvrir et d'enregistrer tout, parce qu'il est en train d'enregistrer les odeurs, il est en train d'enregistrer ce qu'il voit, il est en train de vraiment tout découvrir, en fait ça fait énormément de stimulation mentale. Donc faut vraiment privilégier des petites balades, plusieurs, dans de bons environnements, vraiment respecter des zones de confort de son chien. Si on voit qu'il n'est pas à l'aise, on le force pas. Parce que le forcer, ce sera justement que l'émotion prenne le dessus par rapport euh, à sa capacité de réfléchir. Et c'est surtout que si on force, on est en train de nous faire monter des émotions négatives. Donc, encore une fois, on met dans la case rouge, et dans la case rouge, bah, on est obligé d'utiliser les 4 réponses comportementales liées à la survie. Donc, c'est pas très cool, quoi. C'est une super continuité de ma question. Est-ce que la socialisation, elle est compliquée à travailler avec un chien qui est adulte? Alors, elle est forcément plus compliquée parce qu'en fait, il a déjà créé toutes ses réponses comportementales. Il a déjà créé son catalogue. Donc, il a déjà classifié les choses dans la case rouge ou dans la case verte. Il a déjà assimilé ses réponses comportementales en fonction justement de sa survie, hein, de son état de peur. Parce qu'après, il va y avoir la petite peur où tu es mal à l'aise. Il y a celle où tu te sens vraiment en danger, qui vont pas forcément avoir les mêmes réponses comportementales. Ça va dépendre des individus, mais il a déjà créé un petit peu tout ça, il a déjà catégorisé un petit peu tout ça. Donc oui, c'est toujours un petit peu plus dur parce que il faut l'amener, encore une fois, petit à petit, à créer cet équilibre émotionnel.
pour qu'il puisse être en capacité de réfléchir et de comprendre là où on veut l'amener, le mettre en sécurité, parce que plus tu vas le mettre en sécurité, plus il va se dire, bah, j'ai plus besoin d'avoir aussi peur. Donc, il va choisir d'autres réponses comportementales. Donc, c'est possible de le faire, mais effectivement, ça peut peut-être prendre plus de temps. Il faudra de toute façon adapter le travail en fonction de ce qu'il a pu vivre pour pouvoir l'amener à avoir d'autres réponses. Ça peut être vraiment de Ouais. l'agressivité à un comportement vraiment basique et qui n'est pas entre guillemets dérangeant pour l'humain en tout cas, tu vois. Mhm. Comme tu le disais, là tu te dis ah mince, mais moi mon chien en fait il fait jamais de rencontres, enfin de présentations. Bah si tu veux l'amener à faire des présentations, bah va falloir juste trouver les bons outils, le bon positionnement aussi, parce que tu vois, je te parlais du fait d'arriver Mhm. en arc de cercle, de pas arriver tout droit, etc. Bah on va l'aider en fait on va les guider à justement tendre vers le comportement qu'on veut, avec plein de stratégies différentes qu'on va adapter en fonction du chien. Mais c'est un travail qu'on peut faire. Il va falloir juste beaucoup d'observation et de compréhension et encore une fois d'implication de l'humain parce que ça va pas se faire en 2 ou 3 Ouais. fois. Ah Il oui. va falloir faire beaucoup de répétitions, répétitions, Mhm. répétitions, répétitions pour que le chien il puisse vraiment euh, assimiler, comprendre et choisir surtout cette réponse comportementale tout en oubliant finalement, enfin, en se disant, OK, cette stratégie que j'avais avant, bah, je vais la proscrire parce qu'en fait, la nouvelle qu'on m'a donnée, bah, elle est beaucoup mieux. Un chien, il apprend toute sa vie. Donc, on peut toujours l'aider dans n'importe quel apprentissage, mais en fonction de l'individu, en fonction de l'investissement de l'humain, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et ce cas de figure, en fait, il peut intervenir soit si on a déjà un chien depuis quelques années et qu'on a envie, enfin, qu'on commence à voir qu'il y a ces petites incohérences de OK, mon chien, il est peut-être un peu mal poli, il dit pas correctement bonjour à ses congénères ou voilà, il est plutôt agressif, craintif et j'en passe. Mais il y a aussi tous les chiens qui viennent d'être adoptés qui sont déjà adultes. Je pense à l'épisode qu'on a fait avec Laurine où on parlait justement un peu de cette adaptabilité du chien et comment on doit se préparer. En fait, ça intervient exactement de la même manière sur ce Oui, que tu c'est es en train ça. de dire là. Ouais, exactement, parce que en fait, alors en plus la difficulté que tu peux avoir, enfin que tu as avec un chien qui vient d'une adoption, c'est que bien souvent tu connais pas son passé. Eh oui. Mm. Alors que c'est vrai que quand c'est un chien que tu as eu chiot, normalement, tu sais ce qui s'est passé. Tu vois, il y a une évolution qui fait que tu as été Mhm. là, donc ou même si ton chien s'est fait garder ou autre, bon bah des fois il y a des choses que tu peux ne pas savoir, mais les informations, elles sont quand même souvent bien transmises, donc tu sais d'où ça peut venir. En tout cas, nous c'est notre métier de comportementaliste d'aller chercher justement quand même d'où ça peut venir, de comprendre ce qu'il a pu vivre pour pouvoir justement utiliser en tout cas de tenter une méthode adaptée pour lui, de voir si justement par rapport au trauma que ça a pu laisser, on va utiliser cette méthode ou on voit si celle-ci elle marche pas, on va en trouver une autre. La deuxième difficulté aussi, c'est que quand le chien vient par exemple d'un refuge, qu'il a été en boxe, tu vois, c'est un milieu qui est très particulier, très 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 particulier. Euh, et même chose, des fois, on va observer un comportement au refuge, et puis quand tu le mets entre les mains des propriétaires, souvent ça arrive 1 semaine ou 2 après que le chien soit arrivé dans la nouvelle famille, parce que bah, la nouvel environnement, lien qui se crée avec l'humain, et ben là encore une fois, on ose dire qui on va révéler entre guillemets son nouveau visage, son vrai visage, et là, t'as des adoptants qui se retrouvent un peu démunis parce qu'ils se disent, ah, mais au refuge, il était pas comme ça, ou au refuge, on nous a pas dit qu'il était comme ça. Mais c'est qu'en fait, c'est un milieu qui est tellement différent de la vraie vie
que les chiens peuvent adopter des comportements qui sont complètement différents en refuge de quand ils sont en extérieur. Et l'importance de la socialisation, alors pour le chien adulte, tu nous as bien expliqué pour le chiot, pour le chien adulte, pourquoi c'est important? Alors, pour le chien adulte, là, je te dirais, bah, soit effectivement on est obligé de repasser un peu par cette phase de socialisation où on va lui réapprendre les bons codes, tu vois. OK. Donc là, par exemple, enfin, le chien adopté ou le chien qui, un peu du jour au lendemain, dans cette phase d'adolescence ou de chien adulte, bah, se met à avoir des comportements qui nous plaisent pas forcément et qui vont pas plaire aux autres congénères. On va pouvoir effectivement donc le guider vers un nouvel apprentissage de la bienséance canine. Mmh. Mais partant du principe que ton chien adulte, il a aucun souci et que il fait des super présentations et que voilà, tout se passe bien quand tu te promènes. L'importance de continuer à bien le sociabiliser, donc à faire en sorte qu'il continue à interagir de façon euh, équilibrée avec ses congénères, c'est important parce que justement, c'est pour pas le faire basculer dans d'autres comportements. C'est-à-dire que si ton chien il est super bien codé, il a une super socia, il communique super bien avec tous ses congénères, mais il a, je sais pas, 2 ans, mais à chaque fois, tu te dis, bah comme mon chien il communique super bien, je m'inquiète pas, il peut aller voir tous les chiens que je rencontre dans la rue, dans la forêt, dans tous les lieux où je vais. Ben, à force de se prendre aussi peut-être des mauvaises interactions en face, parce que lui, il peut être super bien codé, son chien, il peut super bien Ouais, ouais. communiquer, être très poli, mais si en face, bah, il se prend que des chiens qui communiquent pas bien, qui vont le forcer à jouer, qui vont peut-être l'agresser, ce genre de choses, bah en fait, il peut toujours basculer de l'autre côté et se dire, attends, moi je suis poli, et en fait, bah, les chiens, ils me respectent pas. Bah, en fait, peut-être qu'il faut que j'arrête d'être poli. Donc, il y a une importance à toujours bien choisir les interactions qu'on va offrir à son chien. Ou en tout cas, on peut tous se louper, hein, où tu te dis, tiens, bon, je pense que ça va bien se passer. Et pour X raisons, bah, en fait, il y a un moment où l'autre chien, il va un peu vriller et ça va pas bien se passer. Bah, c'est juste ton rôle en tant qu'humain de te dire, ça se passe pas bien, on s'en va. Ou ça se passe pas bien, je demande à la personne de rattacher son chien. En fait, en tant qu'humain, bah justement, nous aussi, on a des codes sociaux qui font qu'on va oser ou pas faire des choses, oser dire à quelqu'un, oui, bonjour, mais j'ai pas le temps de rester en statique avec toi parce que je n'aime pas le comportement de ton chien, donc je vais partir. C'est un petit peu dur de dire ça à des gens. Donc on n'ose Ouais. pas forcément, puis dès que la personne, elle nous parle, bah, on reste là, puis on se sent un peu pris au piège, et puis t'as les chiens qui sont en train de se foutre au-dessus à tes pieds, t'es là, qu'est-ce que je fais? Mais t'oses pas le dire. En fait, il faut oser le dire. Tant pis. Je veux dire, si tu passes pour la mauvaise personne, pas très gentille, bah tant pis. En fait, c'est que t'es tout simplement en train de protéger ton chien et il faut parce que Mmh. il a pas à subir des mauvaises interactions tout le temps pour X raisons. Pour quelles raisons en fait il devrait les subir? Il n'a pas à les subir. Donc il faut vraiment oser, oser dire non, oser dire bah non, je veux pas qu'il y ait de rencontre pour X raisons. Parce que je sais pas, ton chien il est malade, parce que bah, justement il est peut-être pas à l'aise avec ce type de race, ou parce que t'as pas le temps. Enfin, tu vois, je veux dire, on a le droit de dire non. Il faut oser dire non. Il faut oser demander aux gens de rattacher. S'il vous plaît aussi, les gens qui écoutez, quand on vous demande de rattacher votre chien, rattachez-le, cherchez pas 10 000 excuses de oui mais mon chien il est gentil, il fait rien. On demande de rattacher, on rattache en fait, c'est comme ça, même si ça nous embête, même si on pense que c'était le meilleur jeu du monde, en fait il faut que aussi en tant qu'humain on se respecte là-dessus. Donc oser demander aux gens de rattacher, oser partir. Voilà. Pas toujours se dire que le chien il doit jouer, au contraire. Le chien il doit jouer, mais il doit bien jouer. S'il joue pas bien, il a rien à faire là. Il vaut mieux partir et lui offrir autre chose. Donc
voilà, on est là en tant que guide, que accompagnant, que ce que tu veux, mais notre chien, en fait, il n'est pas capable tout le temps de se sortir de situations comme nous. Des fois, on a besoin d'aide aussi de nos amis, notre conjoint, nos parents, de qui on veut parce que on n'y arrive pas à ce moment-là. Ben, le chien, c'est pareil, il peut avoir besoin de nous et il faut prendre le temps de l'aider. Donc en tant que pet parent, on a une vraie importance dans le processus de sociabilisation de notre chien. Il est hyper important déjà, je trouve, par rapport au lien qu'on veut lui donner, parce que je pense en tout cas que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent un chien pour vraiment avoir un compagnon de vie avec qui ils vont partager plein de choses. C'est pas juste le chien il est mignon. Il y en a encore des gens comme ça hein, qui veulent juste un chien parce que c'est mignon et parce qu'ils ont toujours rêvé d'en avoir un. Mais t'as des gens qui, comme moi par exemple, quand j'ai pris un chien, c'est parce que je voulais tout partager avec. Je voulais partir en vacances, je voulais aller faire du sport, je veux. Enfin voilà, on veut que notre chien il partage notre vie, donc on veut créer un lien avec lui. Donc, pour que ce lien il se crée, il faut que ce soit donnant-donnant. Aujourd'hui, on veut tellement que notre chien il nous accompagne aussi partout. Il faut qu'on lui apporte les compétences qu'il faut. Donc, il faut qu'on soit cette personne qui lui donne les choses, qui le guide, qui lui apprend. En fait, limite, il faut qu'on fasse le relais de la mère, quoi. Mais comme on fait avec nos enfants, c'est pour ça, tu vois, que des fois, quand les gens ils m'appellent, ils me disent, je veux dresser mon chien. Non, moi je dresse pas, moi j'éduque. On éduque, on les accompagne à l'éducation en fait. C'est vraiment un chemin de vie à avoir à deux, donc c'est important que le pet parent il soit conscient de l'implication qu'il doit avoir dans l'adoption de son chien, parce que ça prend du temps, ça prend voilà, tu vois, avec la partie sociale, c'est de prendre du Ouais. temps pour son chien, de pouvoir le sortir plusieurs fois par jour pendant des petites balades. Si tu te dis, j'entends qu'on travaille tous, hein, comme j'ai dit, j'ai travaillé 20 ans dans le milieu de l'assurance et je faisais des horaires de bureau et c'est pour ça que j'ai pris un chien qui a 4 ans. C'est que si on n'est pas là toute la journée, prendre un chiot, c'est peut-être pas la bonne solution parce que le chiot, il a besoin d'avoir toutes ces balades-là pour créer son monde. Il a besoin d'avoir la présence de l'humain pour créer cet attachement de confiance. En fait, il faut aussi que l'attachement, il soit sécure. Si tu es un pet parent qui apporte pas de la sécurisation à ton chien, ton lien, il sera jamais vraiment de qualité parce que ton chien, il n'aura pas confiance en toi. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Tu vois, d'apprendre des assis, couchés, pas bouger à son chien à 3, 4 mois. Honnêtement, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de lui apprendre d'avoir confiance en toi, d'être en sécurité quand il est avec toi, d'être en sécurité dehors, d'être en sécurité chez toi, d'être quelqu'un qui est là pour lui apporter les bonnes réponses, de sortir des mauvaises interactions quand il faut. Il a vraiment un rôle d'accompagnant qui est très 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 important, le pet parent. Quand tu apprends la communication canine, en plus, tu communiques avec ton chien. Tu sais ce qu'il veut te dire. Vraiment. T'es pas dans les fabulations, comme je disais au début, de oh là là, il aboie, il est méchant, ou il secoue la queue, il est content. Non, tu vas pouvoir voir énormément d'autres choses chez ton chien. Tu vas pouvoir le comprendre et vraiment, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de mots pour communiquer. Et du coup, comment on peut reconnaître une bonne ou une mauvaise interaction avec d'autres chiens? Est-ce que il y a quelque chose qui nous montre que le nôtre, il est peut-être celui qui abuse un peu trop? Comment on doit intervenir dans ce genre de situation d'ailleurs? Alors, première chose, déjà, je vais parler du jeu parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent en fait ce que les gens veulent et recherchent quand ils vont avoir des rencontres avec d'autres chiens, c'est que leur chien il joue. Donc, ce qu'il faut se dire, donc première chose, s'il n'y a pas de présentation, le jeu déjà, je trouve que il part pas forcément bien. Donc pour moi, il faut qu'il y ait déjà ces présentations-là. Il faut qu'il y ait cette prise d'odeur avant que le jeu commence. Mais sinon, si on a vraiment du jeu tout de suite, ce qu'il va falloir, enfin dans les deux cas de toute façon, ce qu'il faut vraiment observer dans du jeu entre chiens, il y a 3 règles. La première règle, ça va être la règle du consentement. C'est de vérifier quand même, d'observer si les deux chiens qui sont en train de jouer, ils ont vraiment envie.
Alors, comment on peut le voir? Bah, déjà, si tu as l'un des deux chiens qui est un peu fuyant, qui essaye de partir un petit peu, qui vient dans les jambes de l'humain, c'est qu'il a pas trop envie. Il est en train d'essayer quand même de sortir un petit peu de cette interaction qui est peut-être trop arrivée trop vite. Donc il faut vraiment qu'il y ait ce consentement. Si on voit aussi, parce que parfois les gens pensent que ça rentre dans le jeu, tu vas voir que le chien il va être face à l'autre, puis mettre des petits claquements dedans, repartir en courant, puis revenir mettre des petits claquements dedans. Mm. Ben là souvent les gens pensent que c'est du jeu. Ben non, c'est pareil. En fait, si les chiens ils sont vraiment face à face, souvent ça veut dire que ben justement ils essayent de s'éviter. Alors que si tu fais une bagarre ou un jeu de course, ben il faut qu'ils soient un peu côte à côte, tu vois. Ou la bagarre, bah c'est je te monte dessus, tu montes dessus, etc. Il faut qu'il y ait un espèce de roulement. Donc déjà quand tu as deux chiens face à face, c'est pas vraiment bon signe. Donc là déjà faut se poser la question. Parce que bon après il peut y avoir des postures qui vont faire que, mais voilà j'essaie de donner un maximum. C'est difficile comme ça de décrire les choses parce qu'il y a tellement on l'a vu, de subtilité dans la communication canine. Donc, vérifier le consentement, voir si vraiment les chiens sont tous les deux dans le jeu. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui essaye de se carapater? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est face à l'autre pour essayer de le faire stopper? La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait des changements de rôle. Donc, c'est pour ça que je parlais de la fameuse bagarre ou de la course. Ok. Il faut pas toujours que ce soit le même qui soit au-dessus ou en dessous, ou le même qui soit devant ou derrière. Parce que, pareil, dans un jeu de bagarre, ben, si ton chien, c'est celui qui est toujours au-dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, en fait, il laisse pas respirer celui qui est en dessous. Donc, au bout d'un moment, celui qui est en dessous, il va subir parce que c'est tout le temps lui qui se fait sauter dessus, qui se fait mordre le cou, qui se fait mordre les pattes, etc. Sur la course, c'est pareil. Si tu as un chien qui est tout le temps devant et que bah, l'autre, il est tout le temps derrière, il y aura automatiquement de la frustration par rapport à celui qui est derrière, parce que en fait, il arrive jamais à rattraper celui qui est devant. Donc, c'est pas un jeu. En fait, tu vois, c'est que dans les deux situations, c'est un jeu pour un seul des chiens. La troisième règle du jeu, c'est qu'il faut qu'il y ait des pauses. Et c'est pareil, c'est pas des pauses de 1 seconde, 2 secondes. Il faut qu'il y ait des vraies pauses. Donc, à minima, entre un bon 10 secondes quand même. Et on voit si les chiens, ils ont tous les deux envie de repartir. Donc après, en fait, dès lors qu'il y a eu cette pause, il faut réobserver les 3 règles du jeu. Est-ce qu'ils reconsentent tous les deux à repartir dans un jeu? Est-ce qu'il y a encore ces changements de rôle qui se font? Ok, il faut pas que ça dure trop longtemps, il faut qu'il y ait des pauses. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, il y a souvent donc un débordement émotionnel. Soit un qui s'excite trop, celui qui court, celui qui est au-dessus en train de faire la bagarre, de la frustration, celui qui est en dessous, celui qui est derrière pendant la course parce qu'il n'arrive pas à lui se mettre au-dessus et donner un petit peu de sa personne dans le jeu. Il n'arrive pas à rattraper celui qui est devant. Donc automatiquement, il y a de la frustration. La frustration va générer quoi? Va générer un débordement ou ben peut-être qu'on va avoir une morsure, un pincement un peu trop fort. Tu vois, je donne très souvent cet exemple à mes clients. Alors, peut-être plus à nos âges, mais on l'a tous fait quand on était des gosses. Quand tu fais une bataille de polochon, bah au début, si tout le monde met des coups, c'est cool. Mais dès lors que tu te prends le gros coup de coussin auquel tu t'attendais pas, bah qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves un petit peu. Donc tu vas taper plus fort parce que tu t'es un petit peu énervé. T'es toujours dans le jeu, mais tu vois, t'es un petit peu énervé parce que tu t'es pris le gros truc d'un coup où tu t'y attendais pas. Donc tu vas taper plus fort. Puis comme tu tapes plus fort, l'autre il tape un peu plus fort. Et donc là, en fait, bah si ça continue, si on n'arrive pas à retrouver un équilibre dans le jeu, ben ça déborde et tu tapes de plus en plus fort et là tu vas faire de plus en plus mal. Donc tu vois ton jeu comment il part un peu en vrille. Bah, c'est exactement pareil chez le chien. Sans rentrer après dans les règles du jeu, c'est juste de voir pourquoi avec mon chien, ce chien-là, ça passe ou ça passe pas. C'est peut-être juste au niveau de l'état émotionnel. C'est que si ton chien, il est plutôt plan-plan et qu'il aime pas courir,
bah, t'as un chien qui va le harceler, allez viens, on court, bam, il va le poker, il va lui sauter dessus, il va lui mettre des coups de fesses pour essayer de l'embarquer pour courir. Bah, tu vois, t'as un niveau d'énergie qui est déjà complètement différent. Bon, je te passe il y en a un qui est pas consentant, mais tu vois rien qu'en fait le niveau d'énergie des chiens, il est important. Il faut qu'il soit le même pour que ça puisse coller. Il va envoyer plusieurs signaux, tourner la tête, se détourner complètement, aller chercher du réconfort dans les jambes de l'humain, se lécher la truffe, peut-être bâiller, se gratter, faire pipi, tu vois. Il va trouver plein de choses à essayer d'éviter l'interaction, à montrer qu'il est inconfortable. Et donc, si tu as un chien qui insiste, bah, il va y avoir cette escalade puisque on n'a pas compris quand je me suis détournée, on n'a pas compris quand j'ai bâillé, on n'a pas compris quand je suis allée voir mon humain, on n'a pas compris quand je me suis grattée, etc., etc. Tout ça, ça marche pas. Bon, bah, je passe à la vitesse supérieure où je vais peut-être grogner, je vais peut-être montrer les dents, je vais peut-être aller claquer des dents, je vais peut-être aller jusqu'à la morsure. Et le problème en plus là-dedans, c'est que quand ton chien, il a vu que, par exemple, les 5 premières, elles marchent jamais, avec aucun chien. Mais la 6e, où c'est le grognement, ça marche. Bah, qu'est-ce qu'il va se dire? Je vais pas me faire harceler pendant 10 minutes à tenter toutes mes 5 premières stratégies. Je vais aller grogner tout de suite puisque ça fonctionne et dès que je grogne, bah en fait, mon humain déjà, il se dit ouh là là, il a grogné, il faut qu'on parte. Donc l'humain déjà, il a pris conscience aussi à ce moment-là. Et puis en plus, bah, le chien peut-être en fait, il va se dire ouh là là, il a grogné, ok là je m'arrête. Donc tu vois, après là t'instrumentalises des comportements agressifs chez ton chien aussi. Donc le harcèlement, c'est quand même vraiment à prendre en compte dans la socialisation et dans la sociabilisation. C'est des choses qui ne doivent pas arriver et où l'humain doit intervenir. Donc tu me disais aussi comment on peut faire. Ben tout simplement. Alors soit on rappelle son chien si on a bien travaillé le rappel avec son chien et qu'il arrive à décrocher dans ce genre de situation. Parce qu'après, il faut pas oublier que bah il y a les deux profils. T'as le chien qui est en train de le harceler, qui est beaucoup trop monté en émotion. Donc en fait, sa partie cerveau, elle fonctionne plus. Donc en fait, il t'entend pas. Déjà, il est trop dans son tunnel d'émotion qui fait que il t'entend pas. Il y a celui qui est en train de se faire harceler, qui déjà en fait n'arrive pas à se sortir de la situation. Donc ton rappel, en fait, il va pas pouvoir y répondre parce qu'en fait, il arrive déjà même pas lui-même à se sortir du truc. Donc malheureusement, ben faut y aller des fois et puis il faut éventuellement mettre les mains dedans et récupérer son chien. Petite astuce éventuellement, je le fais pas tout le temps, mais par exemple je le fais toujours en balade collective, c'est que je demande toujours aux gens d'être équipés d'un harnais et au moins de laisser une petite laisse sur le dos du chien. Pourquoi? Parce que bah justement, ça te permet de pas aller mettre la main dans le truc. Imagine que t'es deux chiens qui soient en pleine bagarre et qu'il y en ait un ou les deux qui soient très haut en émotion parce que justement, bah ça s'est accumulé, ça se passe mal et que limite on est en train de tendre vers une bagarre énervée, tu vois, qui est vraiment limite. Bah si tu vas pour aller récupérer ton chien et que tu mets la main dedans, il va y avoir un troisième élément qui va arriver, qui va très certainement surprendre les chiens, et tu peux te retrouver avec une morsure redirigée. Parce que il y a un nouveau truc, alors que déjà on est pris l'un sur l'autre en essayant de se dépatouiller de ce truc-là, et en plus il y a une main qui arrive, comme j'ai dit, la partie cerveau elle n'existe plus, donc on est vraiment dans de l'émotionnel, donc dans la réaction immédiate de quelque chose qui va arriver. Pour peu que tu aies les deux humains qui arrivent en même temps, qui se mettent au-dessus et qui mettent les mains dedans, tu tombes très vite dans une morsure redirigée parce que le chien a peur, il voit des trucs arriver et puis c'est pas le bon moment. Donc moi ce que je conseille toujours, et c'est ce que je fais donc en balade collective, une petite laisse sur le dos, parce que comme ça, même si tu as une laisse de 1,5 m, bah c'est pas grand chose, mais ça te permet juste d'aller récupérer ta laisse, donc tu mets pas les mains dedans, bah tu vas devoir tirer effectivement, mais au moins tu peux les séparer de façon sécuritaire pour toi, quoi. Et puis le harnais fera moins mal que de tirer sur le collier qui là va complètement appuyer sur la trachée. Ça peut être assez désagréable pour le chien, quoi. Exactement. Alors il va y avoir ça, donc en plus, bah ça peut générer encore plus d'agressivité, parce que déjà que l'interaction elle se passe mal, si en plus tu vas écraser la trachée de ton chien,
s'étrangler parce que il est en plus en train de tout donner niveau cardio, tu peux faire monter l'agressivité encore plus vite. Donc, tu peux même déclencher une bagarre. Or, avec un harnais aussi, tu peux, hein, mais Oui. déjà, ça sera beaucoup moins contraignant. Et puis aussi, il faut penser à quelque chose. Moi, c'est pour ça que je travaille toujours au harnais et que je demande toujours des harnais sur les balades collectives. C'est que quand tu tires sur ton collier, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas tirer sur donc le cou de ton chien, le visage, mais donc tu tires pas sur le corps. Donc son corps, il va rester encore dans la petite bagarre là. Il va rester encore dans cette émulsion. Donc en fait, l'autre, il peut en plus continuer à l'attraper. Si jamais il y a vraiment des comportements d'agression qui se déclenchent à ce moment-là, en fait, ton chien, il peut se faire mordre très facilement au niveau du dos, de l'arrière-train. Il aura aucune possibilité de se défendre parce que tu es en train de Ouais. tirer son visage, tu es en train de tirer son cou. Donc, tu es en train d'offrir tout le corps du chien à l'autre. Donc, plus de risque de morsure. Alors que si tu as un harnais, tu tires tout le corps du chien. Donc, en fait, tu l'extrais complètement. Et vraiment, au pire des cas, si donc ça a déclenché une réelle bagarre agressive avec morsure, bah, quand tu tires sur le corps. Donc, le visage de ton chien, il va rester face à l'autre. Donc, il va pouvoir se défendre s'il faut, quoi. Ok. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire pour le chien Ouais, et pour toi. ouais. Bah, complètement. J'avais pas du tout cette vision-là. Moi, c'était plus pour un aspect corporel, santé, tu vois, du Mais fait qui que est ça tire important et de que ça respecter, appuie. ouais, bien sûr. Oui. Mm. Mais c'est vrai que j'avais pas cette vision-là de pouvoir se défendre, de pouvoir être présente. Le chien, il est très conscient de tout ça, ça va très vite. Par contre, tu vois, en fait, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, il intervient extrêmement vite, des fois pour de mauvaises raisons, parce que c'est comme ça. Mais c'est pour ça que moi, je conseille toujours, parce qu'on dit oui, mais le chien, il est gêné, il sent un truc. Non, si t'as une laisse qui pèse pas 4 kilos sur le dos de ton chien et qui fait juste 1,50 m, ça va, il va pas être trop gêné. Et puis, en fait, il y a un moment, faut choisir, quoi. Est-ce que tu veux qu'il soit pas gêné du tout, mais bah, tu prends un risque, soit de te blesser pour aller le récupérer, soit, en fait, de pas du tout pouvoir le récupérer. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. Tu parlais tout à l'heure des signaux d'apaisement. Alors, ce terme-là, tout le monde ne le connaît pas forcément. De léchage de truffe, de se secouer, de regarder un peu sur le côté. On en a parlé dans un autre épisode, mais est-ce que tu pourrais réexpliquer un petit peu euh, en quoi ils consistent, pourquoi c'est super important de les connaître et comment on les voit? Alors déjà, bah, comment on les voit? Faut prendre le temps d'observer. Et en fait, il faut être attentif parce que dès lors que tu sais que ton chien communique, bah faut juste regarder. C'est que, enfin, moi je dis ça parce que avant je regardais sans regarder, sans être attentive, parce qu'en fait tous mes chiens ont dû me les envoyer tous ces signaux-là. Comme je le disais, vraiment la communication c'est très subtil parce que d'une situation à une autre, le signal que ton chien va envoyer va pas forcément vouloir dire la même chose. Donc, il faut les connaître. Il faut aussi savoir un petit peu les interpréter. Donc, il faut être attentif. Il faut se poser des questions. Je te donne le classique bâillement du chien. Quand Ouais. le chien bâille, c'est que normalement, il est en train d'extérioriser un inconfort qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécu. Par exemple, il y a une voiture qui est passée dans la rue et qui a fait un super gros bruit qui a un peu surpris ton chien. Bah, il se peut que juste après, quelques secondes après, il va bâiller pour extérioriser un petit peu ce stress-là qu'il vient d'avoir et tenter de s'apaiser. Donc c'est pour ça que celui-là, on va plutôt le classer, parce que je les classe un peu, on va dire. C'est que pour moi là, c'est plus un signal d'apaisement, puisque en fait, il s'est passé quelque chose qui a généré de l'inconfort ou du stress chez le chien, et ce comportement-là va l'aider à redescendre un petit peu la pression. Mais donc c'est que il y a quelque chose qui a généré un stress. Quand tu fais un câlin à ton chien, bah c'est un peu pareil. Des fois, les gens ils vont dire oh là là, il a bâillé donc il est stressé. Bah, en fait, peut-être pas.
là, peut-être que dans ce cas-là, c'est juste qu'il t'a attendu toute la journée, donc il s'est ennuyé, il a peut-être entendu des bruits, il était tout seul, donc il n'a pas été rassuré. Et puis là, tu rentres, tu lui fais un câlin, bah ouais, il va bâiller parce qu'il est content, il est en train d'extérioriser vraiment, tu vois, de se dire, ah, c'est bon, elle est Ah rentrée ou il ouais. est rentré, j'ai mon petit câlin. Donc là, on est encore dans de l'apaisement, tu vois, mais ça veut pas dire que c'est ton câlin qui le stresse, c'est juste que il est en train de se Oui. détendre. Donc, les signaux d'apaisement, c'est très bien de les connaître, mais il faut aussi bien les interpréter. Donc, on va dire que, ouais, le basique qui est souvent très utilisé, c'est le léchage de truffe. Alors, Mhm. quand le chien se lèche la truffe, c'est que effectivement, là, il est en train de vivre, ouah, ou à quelques secondes près, il y a eu quelque chose, il y a eu un élément, un stimuli qui a fait que ça lui a procuré de l'inconfort, donc ça a généré plus ou moins de stress en fonction de comment il le vit, mais il va se lécher la truffe. Alors après, c'est pareil, il faut pas paniquer parce que son chien, il s'est léché la truffe une fois. Si on voit que par contre, le chien se lèche la truffe plusieurs fois, à vraiment intensité très répétée, à intervalles, pardon, très 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 réguliers, c'est que là, effectivement, le stress, il est peut-être en train de monter et il faut se poser la question de qu'est-ce qui génère ce comportement-là? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est le bruit? Parce que nous, on est peut-être habitués, mais est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est le truc qui vient de passer? Est-ce que... Bref, tu vois, faut juste se poser des questions. S'il y a un seul léchage de truffe, bon, bah voilà, peut-être qu'il y a eu un truc à un moment, c'est passé, il a exprimé, puis basta, il passe à autre chose. Si vraiment le léchage de truffe se fait de plus en plus, là, faut se poser la question et se dire, là, il y a un truc qui va pas, mon chat, il est vraiment pas dans le confort. On va dire situation type où quelqu'un va trouver le chien trop mignon et va lui faire plein de petits bisous, va lui sauter dessus, mais presque. Et le chien qui vient et qui l'échouille et qui se lèche lui-même la truffe. Ça veut dire que c'est pas OK? Ça veut dire que c'est pas OK. Et puis, j'aime beaucoup cet exemple-là. Le chien qui va aller justement lécher les mains ou lécher le visage de la personne qui est en train de le Ouais. caresser. Et ben souvent, c'est aussi un comportement d'évitement. En fait, c'est de repoussement, tu vois. C'est parce que le chien, il le sait très bien. T'en as, mais t'as quand même assez peu de gens qui aiment bien se faire lécher les mains pendant des heures ou lécher vraiment le visage. Donc le chien, il le sait et il va aller te lécher le visage pour justement obtenir de la distance et que tu le lâches en fait, hein, que tu sois pas aussi près de lui, que tu sois pas aussi intrusif. Faut toujours bien observer, alors, surtout quand c'est des chiots, parce que même les chiens adultes, il y a toujours de l'ambivalence. C'est que Ouais. quand t'as un chien ou un chiot qui aime les humains, il va être super content quand même que on ait de l'attention pour lui. Puis en plus, si tu lui parles avec des toutes petites voix trop mignonnes et tout, que tu lui fais des petits gestes, il va trop avoir envie de venir Ouais. parce que voilà, t'es un peu en train de l'attirer. Mais donc il peut avoir de l'ambivalence de oh la personne elle a l'air trop cool donc je vais y aller. Mais elle est super intrusive. Donc, tu vois, il faut vraiment bien observer est-ce que il approche, il repart. Bah, s'il repart, on le laisse repartir, on va pas le forcer. Tu vois, vraiment, encore une fois, bah, comme le jeu, test de consentement. Est-ce que tu veux venir, tu veux un câlin ou pas? Non, bon, bah, d'accord, quoi. Et puis, en fait, il faut savoir qu'il y a très peu de chiens qui aiment qu'on leur caresse le visage. Visage, oreille, tête, Mm. c'est très intrusif. Donc des fois il y a cette ambivalence parce que je veux un câlin, ah mais il me caresse la tête, j'aime pas. Donc voilà, test de consentement déjà pour voir si vraiment le chien il veut, est-ce qu'il reste aussi pendant le câlin parce que tu as des chiens qui ont envie d'avoir un contact, mais le contact ça peut être et c'est fini. Donc, Ouais. de tester le consentement, la durée du contact et puis surtout la zone où tu vas caresser. Souvent, si tu n'es pas intrusif et que tu as pris le temps, le chien, il te montrera où il veut être caressé et bien souvent, ça peut être le poitrail, mais plus souvent, c'est un peu les hanches, quoi. Il va te coller les hanches dessus et puis bah là, Oui. tu là, c'est assez clair quand même, quoi. Est-ce que tu aurais un autre conseil sur la promenade en laisse? Sur,
la manière dont on doit se comporter quand on va promener son chien en laisse? Alors moi, j'avoue, je ne suis pas trop pour les rencontres en laisse, parce OK. que justement, il faut savoir que, la laisse va empêcher le chien de communiquer correctement et naturellement comme on pourrait le voir sur des chiens détachés. Parce que, par exemple, il va peut-être pas pouvoir s'écarter un petit peu, suivant, la largeur du trottoir ou parce qu'il y a d'autres personnes à côté et cetera. Donc en fait, déjà, ça va faire en sorte que les présentations vont pas être les plus folles du monde normalement. 2e chose qui me dérange sur les rencontres en laisse, c'est que, heu, l'humain n'a pas l'habitude forcément de gérer la laisse. Alors il y a ça, puis des fois ça va très vite aussi, mais comme on l'a dit, le chien, comment il dit bonjour? Il prend les odeurs au niveau du cou et il va prendre les odeurs au niveau de l'arrière-train. Donc très souvent, bah, on a un effet de mouvement au niveau des chiens qui vont tourner et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Les humains, ils se retrouvent l'un en face de l'autre, les chiens, ils tournent, bah, t'as les laisses qui vont s'en mêler. Ouais. Donc, encore une fois, tu coupes la communication parce qu'après, ils vont pas forcément pouvoir se séparer si les laisses, elles se sont Mmh. enroulées. Donc, tu peux faire monter la pression au niveau des chiens parce qu'ils vont se retrouver justement un peu pris au piège, l'un collé contre l'autre. Euh, Étant donné qu'il y a du stress qui est peut-être généré par la situation, si tu as les deux humains qui sont encore en train d'essayer de démêler, bah, tu as de l'agitation au-dessus de la tête du chien qui le met pas forcément à l'aise. Enfin voilà, tu peux créer OK. en fait une Ouais, ouais. escalade de mauvais moments qui fait que, encore une fois, bah, peut-être que le chien il va se dire, ah, attends, à chaque fois que je rencontre un chien en laisse, je suis super stressée parce que ça se passe mal, parce qu'il y a de l'agitation, parce que je me retrouve bloquée, etc. Donc, bah, tu vas peut-être avoir un chien qui va commencer à aboyer parce que comme ça, s'il aboie, il n'y a pas de rencontre, donc c'est plié. Et puis voilà, tu sais jamais quel profil t'as en face, donc c'est un peu des interactions forcées, quoi, tu vois. On n'a pas cette demande de consentement. Toi, t'es tranquille avec ton chien et il y a l'autre qui arrive en face en train de courir parce qu'il est trop excité et qu'il veut absolument faire la rencontre. Enfin, tu vois, voilà, c'est jamais très bon au niveau je trouve, des rencontres en laisse. L'impératif du chien en laisse, c'est d'apprendre le renoncement. Alors, de se dire, bah non, t'es en laisse, y a pas de rencontre, quoi. Et c'est OK. Donc, faut juste apprendre au chien que le renoncement est gagnant, donc lui offrir quelque chose derrière. Donc, soit on travaille à la friandise et on peut faire en sorte de diminuer la frustration de c'est cool, t'es pas allé voir le chien, mais regarde, je te donne un super gâteau derrière. Ou on peut très bien juste le féliciter, lui dire qu'il a été trop fort, en faire un petit peu des caisses, tu vois, le super, c'est super génial, t'es trop fort. Et ça va être largement suffisant pour le chien et il va se dire ouais, t'as vu, c'est cool. En plus, si de base il n'est pas à l'aise avec, bah en plus il va le refaire encore plus facilement parce que il aura compris que la bonne solution, bah là j'ai pas envie, mon humain il me met pas dedans, ok, on esquive et puis c'est tout quoi, tu vois. Donc après, je trouve que c'est quand même intéressant de savoir faire des rencontres en laisse. Donc, il faut quand même les travailler, mais à ce compte-là, quand tu travailles, tu essaies de travailler vraiment avec des bons profils de chiens. Soit des chiens que tu Mmh. connais déjà, où tu sais qu'ils sont à l'aise, et puis tu vas apprendre à l'humain à aussi. Enfin, moi, en tant que pro, je suis toujours en train de dire, on suit les fesses, allez, on se déplace, machin, clac, 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 pour que justement, il n'y ait pas cet emmêlement qui se fasse. Donc, voilà, on coach les rencontres pour qu'elles se passent bien. Il faut les deux, mais après, dans la vie de tous les jours, je suis pas pour les rencontres de chiens. Mais voilà, apprendre quand même à les faire pour que justement, on sache agir dans ce genre de situation. Et c'est-à-dire que bah là, on apprend à dire bonjour, partir. Donc, on prend les odeurs, ça dure 5 secondes, clac, et on s'en va. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Si jamais tu vois, t'as quelqu'un qui force l'interaction, bah au moins ton chien il n'est pas pris au piège et il sait comment agir. Donc, c'est quand même important de les travailler. Travailler le renoncement pour que aussi justement, ben peut-être par respect pour les autres, et puis pour que ton chien se retrouve pas dans des situations peut-être conflictuelles, de lui apprendre à renoncer. On laisse, on fait pas de rencontre, hop, on évite et on continue notre balade. Et voilà quoi, tu vois. Pour moi, faut apprendre les Ouais. deux. Et puis ça dépend totalement aussi de la situation du chien, comment il en est dans son processus de, social, ou est-ce que, il va être en ville d'un coup, donc il va devoir rencontrer plein de chiens, donc là on est obligé de s'adapter parce que s'il y a plein de chiens autour, enfin plein,
plein de choses autour et pas mal de rencontres chiens dans la rue, ben, c'est vrai que cet apprentissage de on laisse, allez, on s'en fiche, on continue, on n'est pas obligé de tout le temps aller voir les copains. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a tous en tête, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui se disent: «Bah, trop bien, encore un autre copain, allez go, on y va» et en fait, on doit insister sur, la rencontre qui potentiellement peut découler sur quelque chose de pas très cool pour le chien, alors qu'on pense bien faire évidemment. Comme Bien dans tout sûr. ce qu'on fait pour nos animaux, on pense toujours bien faire. Mais c'est vrai que c'est important de savoir laisser, couler un petit peu la rencontre. Allez, on s'en fiche et on continue, on trace notre route et on fait autre chose pour travailler là-dessus. Et du coup, est-ce que tu aurais des anecdotes un petit peu à nous raconter, des choses qui te sont arrivées avec des clients, que tu aimerais, nous raconter aujourd'hui? Bah, justement, tu vois, j'ai très souvent le cas, des chiens qui aujourd'hui, sont, réactifs, dans de l'agressivité par rapport à d'autres chiens, parce que justement, tu te rends compte que, ils ont côtoyé beaucoup de parcs canins, ils ont fait énormément de rencontres, Ouais. mais pas forcément des rencontres de qualité. Ils se sont juste Mmh. dit, comme tu viens de le dire: «Ouais, c'est la période de social, il faut socialiser le chien, alors, on y va, on rencontre tous les chiens possibles et limite on fait que ça de notre journée, de guetter tous les chiens, du quartier, du machin, du truc» et en fait, déjà, souvent, bah, tu vas passer, je sais pas combien d'heures au parc canin. Donc, bah, encore une fois, tu respectes pas les besoins physiologiques de ton chien, de ton chiot, parce que bah, c'est beaucoup trop long. Il se repose pas. Il fait que d'être ultra stimulé pendant je sais pas combien de temps. Donc, le parc canin, c'est quand même un gros piège. Souvent, tu as les humains qui vont être là et qui vont parler entre eux et qui vont même pas du tout regarder ce qui se passe. Donc, ton chien, ça se trouve, il va subir plein de mauvaises interactions. Tu le verras même pas. Ou, encore une fois, ben, on a ce, oh, mais ils sont en train de jouer. Sauf qu'en fait, si tu regardes, il n'y a pas du tout les 3 règles du jeu et personne s'en rend compte. Donc, ça se fout sur la gueule dans tous les sens et personne voit rien. Donc le parc canin, c'est quand même un très très gros piège parce qu'on se dit voilà, c'est là où on va rencontrer plein de chiens. Mais déjà, il y a ça, il y a le fait que l'humain, il soit pas très attentif à ce qui se passe parce que, encore une fois, la bienséance humaine fait que tu dois parler aux gens que tu rencontres dans le parc canin et puis tu vas te prendre au jeu aussi parce que ça peut être cool hein, de rencontrer des gens. Mais il y a cet aspect-là, donc tu as forcément beaucoup moins les yeux sur ton chien et puis souvent, les parcs canins, c'est quand même assez restreint au niveau de l'espace, donc ça peut être un peu petit. Donc ce qui veut dire que s'il y a des chiens qui ont envie d'esquiver une interaction ou qui n'ont pas envie de jouer en fait, qui ont juste envie d'avoir un moment tranquille à eux, aller prendre des odeurs et se balader, ben en fait ils peuvent pas, ils sont enfermés dans un endroit qui est plus ou moins grand. Après, même si c'est un endroit qui est très très grand, bah en fait, t'as vite fait le tour des odeurs, quoi. C'est toujours un endroit Ouais. clos, donc quand t'as tout pris, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on s'ennuie, et puis l'autre il s'ennuie aussi, et puis donc bah on joue, mais on joue pas forcément bien parce que on n'est pas dans un état émotionnel qui est cool, quoi. Donc honnêtement, faut juste privilégier la qualité à la quantité. La quantité, franchement, ça vient avec le temps. Ton chien, il a tout le temps en fait de rencontrer d'autres chiens. Mais par contre, la qualité, c'est super important parce que c'est, comme on l'a dit, la perte de social, c'est là, de la socialisation, c'est là où il apprend les codes, où il apprend les bons codes de communication, les bonnes réponses comportementales. Donc, plus il va le faire avec donc des chiens qui sont posés, cohérents, bien codés comme on dit, ben plus ils vont le reproduire après. Donc c'est ça qui est important. Ils n'ont pas besoin d'en voir 10 000. C'est vraiment juste de prendre ce qu'il y a à prendre, vraiment cette qualité-là, pour que plus tard, après, il puisse justement kiffer ses interactions et choisir avec qui il va interagir ou pas, quoi. C'est quoi les mythes ou les idées reçues qu'on a sur la socialisation? Bah, le mythe, c'est vraiment justement ça, de montrer du chien, du chien, du chien. Il faut que le chien, il communique tout le temps. Il faut que le chien, il voit des chiens tout le temps, parce que il lui faut des copains. Faut vraiment mettre du dosage là-dedans. Oui, le chien, c'est un être qui est social. Donc, normalement, il a besoin, effectivement, d'avoir des interactions avec des congénères.
Mais il faut pas oublier que le chien reste un individu et qu'on a des chiens qui n'ont pas forcément envie ou besoin plus que ça d'avoir des interactions avec des congénères. Encore une fois, je fais le parallèle avec l'humain, mais parce qu'on peut et parce qu'on doit dans certaines situations. T'as des humains qui ont 5 potes et ça leur va très bien. T'en as d'autres qui ont besoin d'être entourés d'énormément de personnes. Ah, c'est vraiment individuel, c'est en fonction de qui on est, de ce qu'on veut dans notre vie. Le chien, c'est exactement pareil. Je suis persuadée que le chien, il sera très content d'avoir que 2 ou 3 copains du moment que c'est des copains avec qui il peut avoir des interactions qui sont équilibrées. Deuxième mythe, bah, ça va être le jeu. On se dit toujours que le chien, il doit jouer, 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 sinon il s'ennuie, sinon il n'a pas de copains. Bah en fait, non, c'est pas jouer qui est important, c'est d'avoir de bonnes interactions avec le chien. Il faut pas oublier que le chien, c'est quand même un être qui découvre le monde, qui l'enregistre et qui est stimulé par l'environnement olfactivement. Il sent mieux qu'il ne voit. Il enregistre tout par son odorat. Donc, le mieux qu'on peut lui offrir, c'est une balade. Alors après, on peut intégrer des copains, mais il faut que cette balade-là, elle serve justement à créer des liens sociaux, à créer des dyades, c'est-à-dire le meilleur pote. C'est que dans une balade où tu vas prendre 10 chiens, peut-être que tu auras 10 chiens qui seront tous un peu indépendants parce qu'en fait, bah, ils n'arrivent pas à créer d'affinité plus que ça et ils vont faire un petit peu leur vie. Mais tu vas pouvoir aussi créer des dyades où là, tu vas voir que 2 chiens vont se rapprocher parce que les interactions, ça marche par 2, ça marche pas par 3, ça marche par 2 pour bien communiquer. Donc, tu vas voir 2 chiens qui vont se rapprocher et qui vont commencer à sentir des odeurs ensemble, qui vont aller se montrer je sais pas, un spot à mulot, un truc. Et tu vas voir que il y en a peut-être un qui va un peu prendre le lead et l'autre va le suivre tout le temps. Ou peut-être que les rôles vont changer, mais ça va être 2 chiens qui vont être tout le temps ensemble et qui limite vont même hop, avoir des petits contacts et repartir un peu de leur côté. Bah ça, c'est les meilleures interactions que tu peux offrir à ton chien en fait. C'est vraiment des interactions de qualité où il va pouvoir se dépenser physiquement parce qu'il est en pleine balade. Il va pouvoir se dépenser olfactivement parce qu'il va prendre plein d'informations. Il va peut-être en enregistrer des nouvelles. Il va peut-être au bout d'un moment avoir envie de jouer avec son pote et puis bah ils joueront à ce moment-là, mais comme ils sont vraiment amis, le niveau d'émotion et d'énergie sera le même. Il y aura ce consentement. Enfin, tu vois, en fait, tu vas respecter tout ce qu'il faut en fait. Donc il faut vraiment enlever cette vision du chien qui doit jouer tout le temps. Le jeu, c'est très rarement un bon jeu. Il faut vraiment beaucoup plus privilégier des balades avec plusieurs chiens pour justement trouver le pote de ton chien, quoi. Quand tu verras que ton chien, il est toujours en train de suivre quelqu'un ou de l'idée quelqu'un, un individu vers des odeurs, vers on va se baigner, on va prendre un bâton, on va creuser, enfin tu vois, vers des activités pendant ta balade et qu'il y a des petits contacts, etc. Là, tu te dis, ok, ça c'est le meilleur pote de mon chien. Et donc là, bah, le mieux que tu peux lui offrir, c'est d'aller te balader avec ce chien-là tout le temps, tu vois. Et là, oui, là, tu apportes un vrai bon équilibre social à ton chien. Annabelle, est-ce que tu aurais un message à donner à tous ceux qui nous écoutent? Un dernier message. Alors ouais, mon dernier message, n'oubliez pas que aujourd'hui, on a fait quand même un bond dans le temps par rapport à nos relations avec les chiens. Parce que avant, on avait un chien parce qu'on avait envie, il était bien à la maison, on lui faisait des câlins et on jouait avec lui quand on avait envie, mais il prenait pas autant de place dans nos foyers, dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, le chien, il a vraiment pris une place sociale importante. On veut l'emmener partout, on veut tout lui faire partager. On veut l'emmener chez les amis, les parents, les copains, le café, le resto, etc. Donc, il faut pas oublier que pour qu'il puisse répondre à toutes ces attentes qu'on a de lui, faut vraiment être à l'écoute, faut vraiment l'accompagner. Donc, pour ça, il faut le comprendre. Donc, faites-vous vraiment accompagner par des bons spécialistes du comportement, bienveillants, qui respectent les émotions du chien, parce qu'en fait, le chien, il agit comme nous, pas
ses émotions, par ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est content, pas content? Est-ce qu'il est anxieux? Enfin, voilà, tous ces comportements vont découler de ses émotions. Il faut qu'on puisse le comprendre pour être le meilleur guide possible et le meilleur ami, meilleur peut-être parent, meilleur ce qu'on veut l'appeler. Mais pour qu'on ait une vraie relation avec lui, il faut vraiment que on prenne en compte ça, qu'on puisse l'accompagner au mieux, le respecter ses choix, ses envies. C'est plus ça ne doit pas en tout cas être un objet de décoration ou un objet de substitution qui répond à des besoins personnels d'ego ou de je ne sais quoi. Faut vraiment le prendre dans son intégrité physique, morale, le respecter. Et plus vous allez le comprendre, et plus vous allez passer des moments incroyables avec lui. Donc, Mhm. pourquoi se priver de tout ça? Eh bien, merci. Merci beaucoup, Annabelle. Et dernière question, la question que je pose à la fin de chaque épisode. Qui est-ce que tu aimerais entendre derrière le micro d'Alopets? Eh bien, j'aimerais beaucoup entendre Jade Echen, sous le nom de Jade Pet Service, qui est une consoeur à moi, mais j'en parle beaucoup par rapport au man training, puisque c'est une coach en man training. En gros, c'est la recherche de personnes. Donc là, c'est une activité de loisir, hein. On n'est pas sur de la recherche de personnes en décombre ou autre. Mais donc, Ok. ouais, là, on est vraiment sur du loisir et je trouve que c'est une activité qui est géniale parce que on va pouvoir découvrir son chien d'une autre façon, apprendre à l'observer d'une autre façon, dans un autre contexte. Et ce que j'adore, c'est que là, c'est lui qui va nous leader, c'est lui qui va nous accompagner, nous faire suivre une piste. C'est lui qui va aller chercher quelqu'un et c'est à nous de nous adapter, à nous de lui faire confiance, à nous de le suivre dans cette quête de retrouver la personne qui allait se cacher. Et je trouve ça génial déjà par rapport à ce qu'on peut créer en lien. Puis je trouve ça cool d'inverser les rôles pour une fois aussi et Mm. que ce soit notre chien qui nous accompagne vers quelque chose et qu'on lui fasse une confiance aveugle. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis en ayant fait aussi et en ayant beaucoup parlé de cette activité avec Jade, j'ai découvert et compris aussi que ça pouvait vraiment apporter des compétences émotionnelles aux chiens. Par exemple, j'ai fait un entraînement la semaine dernière avec elle et donc d'autres particuliers et leurs chiens. Et il y avait un chien qui est réactif humain. Donc un chien qui a très peur des humains. Dès qu'elle les voit, elle aboie. Et ben là, le contexte de cette activité fait que elle aime tellement faire ça, la chienne, que dès qu'elle Ouais. sort de la voiture et qu'il y a des humains, il n'y a pas de souci parce qu'elle sait que elle va faire des pistes, elle va être en lien avec sa maîtresse. Et il y a pourtant d'autres humains qui suivent la piste autour, mais elle est en mode travail, elle est en mode kiff de ce qu'elle fait. Et c'est moi qui étais allée me cacher, et donc elle m'avait jamais vue. Et ben, elle est Ok. arrivée vers moi. Moi, j'avais mis sa petite récompense un petit peu loin pour pas la mettre mal à l'aise. Et au final, elle a pris sa récompense et c'est d'elle-même qu'elle est venue vraiment au contact, sentir mon cou, mes oreilles, mes cheveux, alors que ça, elle l'aurait jamais fait dans la vie de tous les jours en pleine rue, tu vois. Et je trouve ça génial de pouvoir apporter des compétences émotionnelles complémentaires au chien ou grâce à ce type d'activité en lien avec son humain, vraiment un lien de confiance aveugle, bah, Mhm. le chien, il arrive à prendre sur lui et à évoluer dans des comportements qui peuvent être compliqués pour lui au quotidien. Donc, c'est une activité que je recommande très très fortement. Et en plus, on n'a pas besoin d'être plus sportif que ça. Il y a des gens qui ont des incapacités physiques qui en font. Donc vraiment, c'est ouvert à tout type de personnes. Et c'est vraiment une activité qui est formidable à faire avec son chien parce que on peut vraiment voir plein de choses. Mais Jade en parlera 10 000 fois mieux que moi. Bah, merci beaucoup pour cette recommandation, c'est top. Et puis un petit coucou à Jade si elle nous entend et elle nous écoute. On est déjà à la fin de cet épisode. Il nous faudrait, je pense, encore 6 épisodes sur le même sujet. Un grand merci Annabelle en tout cas pour tes conseils, pour ton temps. J'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Bah, merci beaucoup, Romane, de m'avoir laissé m'exprimer. C'était un plaisir d'échanger avec toi puisque
Tu es toujours très bienveillante et tes questions sont toujours pertinentes, donc c'est vraiment plaisant. Merci beaucoup, ça me touche. J'aurais aimé encore continuer, mais toute bonne chose a une fin. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre l'importance de la socialisation pour nos toutous. N'hésitez pas en tout cas à suivre Annabelle sur ses réseaux, Annabelle Barata. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pets parents. Alors je vous dis à bientôt sur Allo Pets Podcast. Tu as aimé cet épisode? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.